Nous sommes dans vos murs, vous parlez de votre magazine Le Rendez-vous. Et ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir un habitué de ce plateau. Il s'agit bel et bien de John Katumba. Il est expert en matière touristique, sinon du tourisme. Ici en République démocratique du Congo, comme j'aime bien le dire, la main-d'œuvre au pays de Lumumba ne manque pas. Seulement qu'il faudrait que les choses bougent, que l'on bouge de paradigme pour que finalement nous puissions faire rayonner encore et davantage les drapeaux de la République démocratique du Congo et surtout comme il se doit. Bonsoir et bienvenue, John Katumba. Bonsoir et merci beaucoup. Au menu, nous avons deux sujets phares en rapport avec le tourisme. Il y a la 47e session, sinon l'Assemblée générale de la CAF, Confédération africaine de football, et la journée internationale du tourisme. Et il y a bien sûr les détails. Alors vous choisissez qu'on commence par lequel? C'est vous qui avez les choix, je vous laisse la balle. Mais je vous laisse aussi, je peux prendre la main. C'est vous les journalistes. On peut renverser la pyramide. Non, je préférerais suivre les journalistes. D'accord. C'est la bonne pédagogie. Tout à fait. Alors, mais j'aimerais bien savoir le lien qu'il y a entre le sport et le tourisme. Parce qu'il s'agit là de la 47e Assemblée générale de la CAF. Alors, le tourisme vient faire quoi là-dedans? Tout événement sportif est un événement du tourisme sportif. Quand vous organisez la CAN, ça signifie que vous allez accueillir les gens chez vous. Les gens, quand ils viendront en tourisme. Parce que quand les gens viennent pour regarder le football, ils dorment dans vos hôtels, c'est le tourisme. Ils mangent dans vos restaurants, c'est le tourisme. Ils vont visiter quelques sites touristiques, bien entendu, dans les coins, c'est le tourisme. Et donc, ça ne se sépare pas. Dès que vous pensez sport, vous pensez le tourisme qu'on appelle le tourisme interhumain, le tourisme de chaleur humaine, le tourisme sportif, le tourisme événementiel, ça ne se sépare pas franchement. Mais là, vous parlez du tourisme sportif. Oui. Mais j'aimerais savoir, ça décrit la démarcation entre le sport. Parce que là, il s'agissait apparemment d'un congrès. Les gens sont venus parler, et puis ils sont partis, il n'y a pas eu rencontre de football. Bon, en fait, dans les produits, les grands produits touristiques, c'est les produits du tourisme et des congrès. Le tourisme des congrès, c'est un tourisme qui rassemble un tourisme qu'on appelle MICE. MICE, c'est en anglais, je vais l'expliquer. Donc, il y a la lettre M. Donc, M, Mike comme meetings. Il y a I comme incentive. Et puis, il y a C, conférence. Et puis, il y a E, qu'on appelle events. Donc, le tourisme MICE, en français, en anglais, ça s'appelle MICE. C'est les meetings, incentives, conferences and events. Ça se rassemble en un seul produit. Alors, l'Assemblée générale de la CAF, qui est aussi dans les rencontres et dans ces tourismes-là, on appelle le tourisme des congrès. Sauf que chez nous, nous n'avons pas encore une structure qui rassemble tout ce que nous pouvons avoir comme chance d'organiser l'événement tourisme des congrès. C'est pour ça, chaque instant qu'il y a des activités liées au tourisme et des congrès, la RDC insiste beaucoup. Pourquoi elle insiste? Parce que si souvent, quand on organise ces événements-là, on n'a pas vraiment mis en place ce qu'on appelle un bouton professionnel. Parce que le tourisme des congrès, c'est un tourisme professionnel. Qu'est-ce que nous devions avoir pour faire le tourisme des congrès? Nous devions avoir une structure chez nous. Une structure qui est nommé par ordonnance du chef de l'État, qui organise uniquement les événements, les conférences et les rencontres internationales. Ça pouvait permettre à ce qu'on puisse monter les niveaux professionnels. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous avons, par exemple, un sommet qu'on appelle CEDEAO, que ce soit SADC, que ce soit les sommets, tout ce que nous avons, il faut une structure de l'État qui s'en occupe. Ça va nous éviter quoi? Ça va éviter que quand les gens viennent ici, on leur dise par exemple, restez seulement à l'hôtel, à l'extérieur, l'insécurité. Ça va faire assez que les gens là, quand ils arrivent, ils vivent avec nous. Ils font ce qu'on appelle l'immersion. Ils sont dans nos boîtes de nuit, s'ils ont besoin, bien entendu. Ils sont sur le fleuve Congo, visiter le fleuve Congo. Ils visitent les bonobos, ils visitent les pays. Ça va faire assez que il y a majoritairement des gens qui arrivent au pays pour la première fois. Ils vont voir, waouh, c'est un beau pays comme ça. Ils vont voir un pays qu'on n'a pas montré à la presse internationale. Ils vont voir un pays qui leur est caché comme la RDC. Je n'ai pas dit cas de la RDC qui est un pays complètement caché. Un pays où on ne veut pas montrer aux gens que c'est un pays de convivialité, c'est un pays du fleuve Congo, c'est un pays des bonobos, c'est un pays des lacs.
on montre pas ça au monde. Alors quand les gens arrivent, pour la première fois, ils prennent des photos, ils retournent chez eux et ils peuvent revenir en famille, passer leurs vacances. C'est comme ça que beaucoup de pays en Afrique vivent du tourisme MICE, du tourisme de meeting, incentive, conference and events. C'est le plus grand produit touristique des pays. Alors, ce qui fait que ceux qui sont arrivés ici de la CAF, ils sont venus réfléchir sur le football. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de visiter le Congo comme ceux qui étaient aussi venus avant. Ce n'est pas la première fois. Ceux qui sont venus avant au Congo sont toujours restés dans l'hôtel. Ils voient le fleuve Congo par le mur, par leurs fenêtres. Ceux qui ont la chance de loger à l'hôtel du fleuve, ils disent, oh, quel beau fleuve. Mais ils ne peuvent pas s'approcher du fleuve. Ils ne peuvent pas s'approcher du fleuve. Ils ne peuvent pas faire des randonnées sur le fleuve. Ils ne peuvent pas prendre des photos sur le fleuve. Ce qui nous manque, alors je pense qu'à l'avenir, nous tiendrons compte, nous étant un pays qui, au jour d'aujourd'hui, est un pays de convivialité, un pays qui veut la paix, un pays de paix, parce que nous sommes déjà sur le chemin de la paix retrouvée. Nous devons changer la donne, faire assez que ces produits touristiques-là qui font vivre beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays en Afrique australe, puissent aussi être notre produit. Et je voulais aussi ajouter une chose. Comment est-ce qu'on pouvait faire mieux pour faire un peu ce qu'on appelle une opération séduction à cet événement-là de la CAF? Mais on devait les amener en tourisme au Congo. Pourquoi pas les amener en tourisme? Ce qui s'est passé à la CAN de la Côte d'Ivoire, c'est la CAN de l'hospitalité. L'hospitalité signifie tourisme. Alors, nous aussi, nous sommes en train de faire des grandes démarches pour organiser la CAN chez nous. Sera-t-elle la CAN du bonobo, la CAN du fleuve Congo, la CAN du tourisme, la CAN de la paix, ou quel type de CAN nous allons présenter au monde entier? Parce que nous devons commencer déjà à réfléchir que ça doit être une CAN du tourisme, une CAN du fleuve Congo, une CAN du bonobo. Voilà un peu si on pouvait faire comme ça, on devait faire quoi? Ah bon, voilà, ben, nous sommes candidats, mais alors c'est eux qui décident. Pourquoi ne pas les faire un tour des bonobos? Pourquoi ne pas les amener sur le fleuve Congo? Pourquoi ne pas les amener manger les liboquets au bord du fleuve Congo? Voilà ce que nous ratons, parce que nous voulons faire tout nous-mêmes. Ce qui est le ministère et environnement qui ont organisé COP 27, et ça COP Nabango, non, on doit bannir ça. Si c'est le ministère des Sports, COP Nabiso, non, on doit bannir ça. Si c'est le ministère des PTNC qui a une grande organisation internationale, non, c'est notre COP, c'est nous. Vous allez même prendre des jeeps de conseillers, les mettre dans les charrons automobiles. Parce que chaque jour, il y a un $200 qui est là-bas. Et on a dépensé 3 millions de dollars pour cet événement-là. Est-ce que si on suivait des prêts, l'argent est parti où? On ne veut pas entrer dans l'ère marmite, ce n'est pas pour chercher des problèmes. On est compatriotes, mais nous voulons que de tels événements soient capitalisés dans le tourisme des congrès. Au profit de la République. Mais si je vous suis bien, vous avez semblé dire qu'on crée une structure étatique qui aurait pour mission de gérer ce genre d'événements. Mais ça, c'est demander encore de l'État, à l'État congolais, qui est du reste et pauvre, de sortir encore de l'argent pour gérer une structure qui, du reste, me semblerait budgétivore, passez-moi les pléonasmes. Non. En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est une structure budgétivore. On a créé ici un comité national de la francophonie. Ça a fonctionné. Ici, donc, quoi, bien que c'était juste événementiel. Mais on doit avoir une structure comme ça, qui reste pour pérenne. On doit avoir une structure comme ça. Après les Jeux de la francophonie, qu'est-ce qu'on a fait avec l'expertise? Les gens qui ont travaillé, je ne parle pas du comité politique où il y a eu les directeurs, tout ça. Je parle des directeurs des commissions, des présidents des commissions qui ont mouillé les maillots, qui savent quoi faire, qui savent où trouver les véhicules, qui savent où loger les gens, qui peuvent vous dire qu'à Kinshasa, on n'a que 140 chambres vendables sur le plan international. L'expertise existe. Il faut capitaliser sur ces gens-là. Ça ne va pas coûter à l'État de l'argent et pourtant par ailleurs, l'État va gagner beaucoup d'argent. Parce que si une structure comme ça existe, ça signifie qu'au fil des temps, on l'aurait doté de ses propres véhicules, on l'aurait doté peut-être, pourquoi pas, ses propres hôtels. Et ce sera la structure qui aura aussi peut-être les droits et les pouvoirs de commander des chambres d'hôtel s'il y a un événement. Donc on ne peut pas travailler comme ça. On fait les jeux de la francophonie, on a une expertise, on les bazarde dans la rue. Et pourtant, les jeux de la francophonie sont des jeux durables. On devait quand même récupérer cette expertise, les mettre dans la pérennité, dans la durabilité, pour les besoins de la cause. Parce que les pays, ce n'est pas l'homme. L'homme, beaucoup de gens, quand on parle du pays, ils confondent avec Félix Tshisekedi.
Comme avant, quand on parlait du pays, ils confondent avec Joseph Kabila, confondaient avec Joseph Kabila. Non, les pays, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi. Les pays demeurent éternellement. Il faut des structures d'État qui savent comment traverser la pérennité. En Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes personnes qui ont organisé la francophonie qui ont aussi continué à servir les pays. Le numéro 1 de la francophonie est devenu Premier ministre. Et c'est la même expertise, je pense, parce que je parle souvent avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, la même expertise a aussi organisé la CAN. Vous ne voulez pas, vous prenez les gens, vous les engagez aujourd'hui, vous les renvoyez en pâture. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des experts. Moi, j'ai été au jeu de la francophonie un expert en matière du tourisme et de l'environnement. Bon, au jour d'aujourd'hui, bien que la charte de développement durable de francophonie demandait à ce qu'on puisse insérer tous les cadres de jeu de la francophonie, tous ceux qui ont intervenu au jeu de la francophonie, qu'on les insère dans le système de l'État, mais notre État a laissé tous ces gens-là dans la rue, ils sont des chômeurs, ils ne foutent rien, et ils ont servi les pays, d'autres ont même eu beaucoup de maladies parce qu'ils étaient mal soignés, il y a eu des travaux extrêmement intenses, d'autres se sont retrouvés dans des cachots, d'autres c'est difficile, il ne faut pas en parler, mais il faudrait qu'on ait une structure comme ça pour le pays, pas pour l'homme, pas pour l'actuel ministre qui lui passera, mais pour des ministères qui évoluent et pour les pays. Il y a une autre question qui me taraude l'esprit. J'ai suivi religieusement le patron de la CAF, Patrick Motsepe, le Sud-Africain, et qui a vanté, d'ailleurs, il a voulu, il tient à ce que la République démocratique du Congo, et qui du reste et reste le premier pays de l'Afrique centrale à avoir participé à la Coupe du Monde en 1974. Il tient à ce que la République démocratique du Congo puisse organiser une CAN. Est-ce que ça ne rime pas avec la démarche que vous êtes en train de mener, ou bien vous conseillerez à l'État congolais de s'y réfléchir? Oui, en tout cas, moi je pense que l'État congolais doit réfléchir, mais maintenant il faut mettre en place ces cadres de réflexion. Avec qui on réfléchit? Comment est-ce qu'on va consommer les cahiers des charges de la CAN? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Partout au monde, on ajoute ce qu'on appelle la partie environnementale, la partie développement durable. Pourquoi vous organisez la CAN? Quelle est la pérennité? Quelle est la durabilité? C'est ce cadre de réflexion-là que doit commencer à accompagner le chef de l'État pour mettre en place des nouvelles intelligences afin que nous puissions maintenant consommer ces cahiers de charges et organiser une CAN qui restera historique pour les pays, notre chère République démocratique du Congo. Si on organise la CAN aujourd'hui, avec la réalité que nous avons, vous ne pensez pas que ça boosterait encore et davantage l'image de la RDC? Quelle réalité que nous avons? Mais la guerre, par exemple, quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit les milliers de morts à la partie orientale du pays. Non, ne faisons pas la communication de l'ennemi. La République démocratique du Congo n'est pas en guerre. La République du Congo n'a jamais déclaré une guerre à un pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu notre pays déclarer la guerre à un pays. Ce sont des conflits amplifiés par les Rwandais voisins. Nous savons, et puis les Américains ont déjà fait un grand travail pour l'arrêter. Et nous savons que ça va s'arrêter. Ça, en tout cas, ce sont des aventures qui s'arrêtent. Mais si nous commençons, nous les Congolais, à mettre dans notre tête, notre mental, la communication de l'ennemi, pour dire de temps en temps, ah, nous ne pouvons rien faire, nous sommes en guerre. C'est nous-mêmes qui tuons notre pays. Je vais vous dire la vérité, l'Ukraine est en guerre. Mais il reçoit des touristes. Il reçoit des touristes. Les Rwandais qui nous attaquent, qui envoient les militaires, qui envoient les obis, qui nous attaquent, qui brillent les signaux de nos bombardiers, vient de terminer une course de cyclistes. Donc on a des images. On a la RDC avec des bombes, des balles, la guerre, les combats. Nous-mêmes les Congolais, et nous sommes en guerre, nous sommes en fuite, nous sommes carrément en débandade. Et des images très mauvaises, des gens de têtes coupées, des femmes violées, tout ce que nous voulons, toute la presse en parle. Et de l'autre côté, des belles images de touristes, du cyclisme. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Donc si je vous suis, il y a un problème. On peut bien accueillir le tourisme. Nous sommes un pays continent. La partie ouest d'ailleurs, c'est une partie la plus belle du pays. Ce n'est pas que l'est. L'Est, elle est belle, bien sûr, parce qu'il a des vestiges, il a les volcans, il y a les gorilles des montagnes, il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Mais si nous prenons l'ouest du pays, tous les fleuves Congo, navigable de Kisangani à Kinshasa, 1727 km,
Nous prenons le fleuve Congo Cataracte, 500 km jusqu'à Matadi. Nous prenons le vaisselle de Matadi jusqu'à Mwanda, avec tout ce qu'il y a à Mwanda. Nous avons le parc de mangroves. Nous avons les chutes des Zongo. Je ne peux pas citer, je n'ai pas le temps sur ton plateau, mon frère. Mais ce sont des attractions touristiques nobles et les gens vont les visiter. Ils vont faire des séjours même de 1 mois. Ils ne sentiront même pas là où on tire une Kalachnikov. Mais comme nous portons la communication que l'ennemi veut que nous puissions porter, alors nous voici maintenant en train de dire chaque jour, nous sommes en guerre, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes en guerre, à quoi sert le ministère du Tourisme? À quoi sert le ministère des Sports? Fermons-les, alors retournons à la maison dormant. Non. Nous pouvons organiser ces événements-là, nous pouvons organiser la Cannes, même nous pouvons organiser tout ce que nous voulons, malgré cette attaque que nous voulons que ça s'arrête, parce que les Rwandais aussi ont compris. Je pense que tous les Rwandais, même les régimes rwandais, ont compris qu'avec la petitesse du régime Tshisekedi, nous devons seulement arrêter. Parce qu'ils continuent, ça ne va pas évoluer. Ils savent que toutes les cartes sont brouillées. Les Américains sont déjà humiliés. Ça va s'arrêter. On en vient carrément à la journée internationale du tourisme, organisée par le monde. Mais nous, en République démocratique du Congo, j'aimerais bien que vous portiez, vous en tant que technicien en la matière, la touche de la République démocratique du Congo. Dans quel angle de vue vous avez perçu la célébration de la journée internationale du tourisme en RDC? Bon, la première chose est que cette journée n'a pas été célébrée chez nous. Je n'ai pas vu, on l'a célébrée. J'ai vu quelques événements. J'ai vu le ministre provincial. Non, le ministre provincial ne l'a pas célébré. Ils ont créé des stands. Ils ont créé quelques stands où ils ont facturé aussi des gens. Comme d'habitude, quand on vous dit journée mondiale du tourisme, on prend un endroit, bon, on met des stands, on facture les gens qui payent 500 000 $. Et puis, bon, on a dit on a fait la journée mondiale du tourisme. Non, c'est pas ça. Ça, en tout cas... Comment est-ce que vous comprenez la célébration? Donc, moi, je pense que les plus grands problèmes, la plus grande solution, disais-je, n'est pas là. Parce que je ne peux pas attendre la solution du tourisme au ministère provincial du tourisme. Mais le goût peut être donné, peut partir d'en bas jusqu'en haut. Non, je ne les vois pas. Je les vois pas arriver. Parce qu'on ne pense pas que parce qu'on est ministre provincial du tourisme, on peut développer le tourisme. Non. Le tourisme se développe par l'expertise. L'expertise est dans les mains des experts. Le grand problème, c'est quoi, Ben? Toute la République démocratique du Congo, nous ne parlons pas du tourisme depuis le départ de Mobutu. On parle que minerai. À la présidence de la République, on ne parle pas du tourisme. La présidence de la République, on ne parle pas du tourisme. Parce qu'il n'y a même pas là un expert en matière du tourisme qui accompagne le chef de l'État. Au niveau de la primature, on ne parle pas du tourisme. Il n'y a pas un expert, si tu connaissais un expert, un conseiller de Mme Soumouinou, qui maîtrise le tourisme, qui parle du tourisme, qui est en train de faire suivre une vision quelconque du chef de l'État en matière du tourisme. Mais le ministre Mazenga peut faire ça n'existe pas. Au conseil des ministres. J'arrive. Même au ministère du tourisme, on ne parle pas du tourisme. On parle de quoi là-bas? Mais il faut leur poser la question. Au ministère du tourisme, on ne parle pas du tourisme. Nous avons eu dans ces pays, j'ai déjà dit dans les micros, nous avons eu dans ces pays ici, depuis que Faché est arrivé au pouvoir, on ne parle pas du tourisme. On parle du ministère du tourisme, on ne parle jamais du tourisme. On a eu le ministre, s'appelle comment? Bokoulou. Yves Moukoulou, qui est ministre du tourisme. Parce que pour parler du tourisme, il faut comprendre, j'ai toujours dit, il faut avoir des arrivées des touristes. Quand les touristes arrivent dans un pays, c'est là qu'on peut dire que ces pays-là parlent du tourisme. Ces pays-là réfléchissent sur le tourisme. C'est que nous avons un ministère qui gère des redevances, beaucoup d'argent, mais pas les touristes, les arrivées des touristes. Et beaucoup étaient là, ils n'ont jamais parlé du tourisme, il n'y a pas eu un touriste. Modero était là, ils n'ont jamais parlé du tourisme, il n'y a pas eu un touriste qui est venu. Massenga était là, ils n'ont jamais parlé du tourisme, il n'y a jamais un touriste qui est venu. Et Didier Pam vient de partir. Ils n'ont jamais parlé comme ça du tourisme. Ils parlent des bienfaits, de leur salaire, de ce qu'il y a comme FPT, les fonds de promotion du tourisme. Et il est parti. Didier Massenga est retourné. Personne ne parle du tourisme. Alors ceux qui atterrissent à l'aéroport de Njili, que font-ils? Non, à l'aéroport de Njili, il n'y a pas un touriste qui arrive. Si un touriste arrive à l'aéroport, nous serons informés. Au Congo, les touristes ne viennent pas. Ils ne viennent pas. S'il y a un touriste qui arrive, peut-être ça peut être un Indien libanais qui est venu avec un visa touriste, un visa court séjour, mais ce n'est pas un touriste. Les touristes viennent dans des pays qui organisent le tourisme.
La Côte d'Ivoire, qui parle du tourisme, a d'abord un conseil national du tourisme. Avant d'avoir le ministère du tourisme, le secrétariat général du tourisme. Un conseil national du tourisme. Nous n'avons pas ça. À la présidence, on parle du tourisme, mais on dit quoi du tourisme à la présidence? Quand on entend parler du tourisme dans ces pays, c'est uniquement quand Assad Boulot en parle. C'est quand Assad Boulot parle du tourisme que nous, on s'est réveillés, on dit, mais on a parlé du tourisme dans un cadre de l'intégration régionale où on a entendu parler que les Rwandais et les Congolais doivent collaborer dans la congestion des parcs et le tourisme. C'est là qu'on entend parler du tourisme. Mais nous-mêmes au pays, on ne parle pas du tourisme. On parle du tourisme lorsque l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique va rencontrer le ministre du tourisme pour leur dire, non, écoutez, j'ai découvert de nouveaux oiseaux chez toi, même en Bombolumene ici. C'est là qu'on parle du tourisme. Mais nous-mêmes, pourquoi on ne parle pas du tourisme? Parce que les acteurs qui gèrent le tourisme aujourd'hui sortent des quartiers généraux politiques. Et dans des quartiers généraux politiques, on ne parle pas du tourisme. On ne parle pas du tourisme à l'IDPS, on ne parle pas du tourisme au Palou, on ne parle pas du tourisme. Quel est le parti politique que vous connaissez qui vous a déjà parlé du tourisme? Alors, si ce sont les partis politiques qui produisent les acteurs de développement, qu'est-ce que vous vous attendez? Vous attendez tout ce que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je l'ai dit, je le répète, même au ministère du tourisme, on ne parle pas du tourisme. On parle de l'argent qui génère les secteurs, mais pas de faire que les touristes arrivent au Congo, comme font les Sud-Africains, comme font les Kenyans, comme font les Ougandais et aussi beaucoup d'autres pays frontaliers. Tous les pays qui entourent la RDC font la promotion du tourisme, de la présidence jusqu'au secrétariat général, sauf notre pays. Et ça, c'est un problème sérieux. Alors, vous avez parlé, je vous prends en mot, du FPT. Parlez-nous un peu de ce que c'est que cette taxe. Cette taxe, cette redevance, c'est une redevance que Mobutu avait conçue. Parce que Mobutu, lorsqu'il a créé le secrétariat général du tourisme, ils ont pensé comment est-ce que nous pouvons faire vivre ces secteurs. Mobutu avait fait un discours où il a dit « Je préfère faire développer les pays comme ailleurs. Un secteur comme ailleurs. » Je cite le tourisme. Après avoir maté les Moulélé, lorsqu'il a eu les Zaïres de la paix, il a lancé le tourisme, il a relancé le tourisme. Il a créé le secrétariat général du tourisme, il a créé l'office zaïrois du tourisme et il a créé les FPT, qui était pour Mobutu une société à part comme les FPI. Ok. Alors, après un temps, Mobutu l'a rassemblé avec l'ONT, mais l'FPT existe. C'est quoi l'FPT? C'est les fonds de développement pour le tourisme. Ces fonds-là sont récoltés où? Et comment on trouve cet argent? Chaque billet d'avion, on récolte $50 par passager. Dès que vous prenez votre billet d'avion, vous faites référence aux vols locaux ou bien... Les vols nationaux, internationaux. $50 par billet d'avion pour les FPT. Chaque vol local, donc les vols domestiques, Kinshasa, Kananga, Kinshasa, Ngujima, $15 par passager. Chaque nuitée dans un hôtel, c'est 4%. Chaque repas au restaurant, c'est 4%. Chaque voyage routier, c'est $1. Chaque voyage maritime, c'est $1. Chaque voyage lacustre, c'est $1. Chaque voyage ferroviaire, c'est $1. Chaque voyage maritime, c'est $1. Donc, on ponctue une redevance sur le mouvement de 120 millions de Congolais pour promouvoir le tourisme. Ça, c'est l'argent qui est dans le secteur du tourisme, qui fait les beaux temps des ministres et des cabinets des ministres du tourisme. Cet argent qui devait faire la promotion du tourisme ne fait rien pour que le touriste vienne au Congo, ne fait rien à part faire la fête des cabinets. Et cet argent-là, moi j'ai toujours dit que cette redevance reste une redevance criminelle. Parce que si vous demandez à votre population de vous payer une redevance et que cette redevance était pensée pour nettoyer la rue, si la rue n'est pas nettoyée, la redevance est criminelle. Et si le tourisme n'est pas promu, les FPT restent criminels. Plus pire que les RAM. Les RAM dont on a récemment décrié. Alors, c'est les millions de dollars qui font que les gens envient les ministères du tourisme. Vous faites votre dialogue dans un parti politique, vous vous retrouvez ministre du tourisme. Vous faites votre dialogue dans un parti politique, vous vous retrouvez ministre du tourisme. Ah,
qu'est-ce qu'il y a? FPTza, Kolobate, les Congolais ne connaissent pas ça trop. Laissez l'argent est là. Parce que l'argent est géré et puis l'argent est récupéré automatiquement par les compagnies aériennes qui l'injectent dans un compte. Et c'est le ministre qui a la signature et co-signé par une petite partie par l'Office national du tourisme. L'argent là est géré par nos compatriotes. Nos compatriotes qui ne maîtrisent pas le tourisme, qui ne savent pas comment faire pour faire arriver les touristes. C'est en voyant tous ces marmailles, tous ces blocages-là que moi j'ai proposé au chef de l'État de supprimer le ministère du tourisme. Et bien comment ça va marcher alors si on supprimait aujourd'hui? Oui, mais la France qui reçoit 102 millions de touristes au jour d'aujourd'hui, 102 millions, n'a pas un ministère du tourisme. Gizenga, la CPI, avait fermé le ministère du tourisme. On n'était pas mort. Gizenga, quand il est arrivé, Gizenga 1. Fungi. Oui. Yandivé, les papas Yandivé, il a fermé le ministère du tourisme. Il l'a rattaché au ministère de l'Environnement. On n'était pas mort. Vous comprenez? C'est créer un gâteau pour les politiciens et bloquer les pays. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a rien. Il y a un désordre. On les regarde comme ça, on avance, les années passent. Non. Nous, les experts, nous allons dresser notre travail qu'on appelle le travail des titans pour dénoncer cela afin que ça change. Parce que si on continue comme ça, nous sommes en train de nous faire insulter sur le plan international. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable à développer votre secteur du tourisme, le monde entier se moque de vous. Votre visa est toujours cher. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont venir chez vous comment? Les prix de vos hôtels sont des prix impensables. Vous voulez organiser la canne avec ça? Voilà. Vous voulez organiser la canne avec des prix des hôtels comme ça? Un hôtel ici chez nous c'est 300 $. La même chambre, vous arrivez à Dubaï ou ça coûte 30 €. Vous trouvez normal? Mais il ne faut pas labelliser. Non. Nous devons, puisque nous parlons du pays, ici nous ne parlons pas des politiciens. Et je voulais toujours dire que chaque fois que je parle du ministère du tourisme, que je parle du tourisme, je ne fais jamais allusion à un politique. Et je ne suis en guerre contre personne. Je pense que les ministres du tourisme qui sont sortis depuis que Fachi est au pouvoir, lui me donne raison. Parce qu'en étant au ministère du tourisme, ils se sentent acteurs du tourisme. Mais quand on les met dehors, on sent un froid. Quand on les a mis dans l'eau froide, ils ne savent plus quoi dire, quoi faire. Parce que, ils ont compris que c'était important d'avoir d'abord l'expertise avant d'avoir les postes. Alors, que fait maintenant l'ONT? Bon, l'Office national du tourisme, moi, personnellement, il y a beaucoup de mes amis là-bas. Je les ai toujours dit que si vous voulez que nous puissions avancer, proposons au chef de l'État de fondre cet office-là, que ça devienne une société congolaise. Mais ils seront chômeurs. Là n'est pas un problème. On a besoin des résultats. Là n'est pas un problème, mon frère. Si vous avez une structure qui dysfonctionne, mieux vaut la dissoudre pour avoir quelque chose qui va fonctionner pour les pays. Allez voir ce que signifie l'Office national du tourisme en Chine. C'est 2 tours jumelles comme les galeries présidentielles ici. Allez voir ce que signifie l'Office national du tourisme au Japon. Ce n'est pas ce que nous avons. Même à Brazzaville ici, ce n'est pas ce que nous avons. Ils ont toujours des problèmes. Même les salaires là, on les paye difficilement. Ils ont toujours des problèmes. C'est quoi les problèmes? Les problèmes aussi d'expertise parce qu'on envoie les gens là-bas. Récemment, on a nommé un frère là-bas qui était dans les journalismes. Il s'est retrouvé là-bas DGA. Je ne vais pas faire du fixisme. Du fixisme, si les noms des gens sont sur un plateau, ce n'est pas normal. Mais quand vous jetez un œil dans l'Office national du tourisme, vous trouvez que même les agents là-bas sont en train de moisir pour rien. Et même sont conscients que ça ne fonctionne pas. Et même ils sont conscients. Donc il faudra dissoudre cet office, créer une société congolaise d'ingénierie touristique qui a une forte intelligence de se déployer dans le monde entier pour ramener les touristes ici. Tous les gens qu'on a engagés ici, comme imaginez on a engagé des agents ici, des hôtesses de l'Office national du tourisme, ils peuvent faire toute une carrière sans rencontrer, sans voir un touriste. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Leur rôle, c'est qu'ils se retrouvent à Paris, dans des salons internationaux du tourisme, déployés dans le monde entier. Est-ce qu'ils ont les moyens d'y aller? Non.
Là-bas, s'il y a une émission, on doit le cacher toute une année. Et puis, pas vous vous réveiller, quelques collègues sont arrivés en Espagne. Il ne faut pas en parler. C'est devenu comme si c'était une marmite de la sorcière. Non, j'ai beaucoup de respect envers les Congolais qui travaillent là-bas. Beaucoup de respect. Mais, je vais vous dire la vérité, si on se regarde droit aux yeux, on se dit des vérités étant des Congolais, on doit dissoudre cette structure-là. Alors, que faisons-nous et que doit-on faire pour que finalement le paradigme dans ce secteur aussi vital qui se trouve être au carrefour de plusieurs ministères puisse finalement changer? Moi, je vais toujours continuer à en appeler au chef de l'État, Félix Tshisekedi. J'ai suivi son discours récemment que j'ai publié. Il a la volonté. Il a dit lui-même dans un discours que je vais développer le secteur du tourisme. Son discours existe. Il a beaucoup de volonté. Mais il lui manque l'entourage, l'expertise. Il a confié le ministère du Tourisme à 5 collaborateurs, 4 collaborateurs jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il est président de la République. Et ces gens-là l'ont trahi. Ça veut dire quoi? Parce que personne n'a implémenté sa vision de faire venir des touristes à Kinshasa. Personne. Que ce soit Yves Mbukoulou, il n'a même pas réussi à faire venir un touriste ici. Que ce soit Modero Simba, aucun. Que ce soit Didier Mazenga, qui était là pour une année. Aucun. Didier Pambia, même pas un seul touriste. Et aujourd'hui, Didier Mazenga est retourné, bien parce que la conception est que c'est un poste politique, c'est une portefeuille du partage du pouvoir. Mais tous les gens qu'il a donné au secteur du tourisme ne l'ont pas aidé, ils l'ont simplement trahi. Moi, j'appelle ça une trahison, parce que le secteur sombre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et... Mais vous voulez que le ministre fasse quoi, du moment où sur le plan budgétaire, le ministère est alimenté, je dirais, frêlement? Non, les ministères, si n'est pas budgétaire, ils ont énormément de l'argent, ils ont l'allocation budgétaire du gouvernement. Pas moins de 9 millions de dollars, c'est qu'on lit. Si nous lisons les budgets tels qu'il est, alloué au ministère du Tourisme par année, pas moins de 10 millions, 9 millions de dollars, ils ont les FPT, dont j'ai fait allusion. Ils ont organisé beaucoup d'événements ici avec beaucoup d'argent. Des millions de dollars, ils ont de l'argent. Mais seulement qu'ils n'ont pas l'expertise d'aller toucher les robinets des touristes. Mais justement... Et ce que j'appelle trahison, c'est quoi? C'est pas trahison dans le sens de dire que non, ils ont tué le chef de l'État ou quoi. Non, j'ai dit trahison parce que vous n'avez pas l'expertise, mais vous prenez la charge en promettant au chef de l'État que vous allez implémenter votre vision pour amener les touristes à Kinshasa. Mais personne n'a réussi à amener les touristes à Kinshasa. Ça, j'appelle ça une trahison. J'ai une question, John Katumba. Aujourd'hui, on a donné, il y a pratiquement 3 millions de dollars et qui ont été déboursés pour qu'il y ait organisation de l'Assemblée Générale de la CAF ici à Kinshasa. Oui. Alors, que faire pour rentabiliser? Parce qu'il y a l'argent qui sort. Non, mais écoutez, comment on va rentabiliser lorsque les projets déjà sortis sur carrément une dépense, pas une vision de développement durable? Seulement, moi, la question que je peux poser, c'est quoi? Il faut envoyer l'IGF pour qu'on nous dise qui a aligné les charrets, qui a fait les charrets automobiles. Est-ce des conseillers ont fourni leur Jeep? Ou bien, c'est les 400 dollars par jour par Jeep là. On se pour les Jeeps chez qui? Chez Avis, chez Jeffery ou chez qui? Les hôtels, comment ils ont fait? Est-ce qu'il y a un nyongoté à l'hôtel? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous entendez par-ci, par-là, que vous êtes de la francophonie, là, tout ça, tout ça. Donc, moi, je pense que notre pays doit travailler sur ça s'appelle quoi? C'est l'intelligence. Il ne faut pas que une société, un État est une société internationale. Nous sommes, il ne faut pas penser que le fait que nous sommes souverains, tout ça, on a dit ça, non. Et tel voisin, non. Tout ce que nous faisons, c'est du vu et du su. Ceux qui viennent, ils regardent, ils disent, la RDC a un problème. Parce qu'on n'aimait pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Un tel projet doit être frappé par la durabilité. La durabilité, c'est quoi? Il y a des chartes de développement durable d'organisation des événements. Ça existe. Que faire pour que la maman qui vend les matembele là sente que non, il y a eu une organisation de la CAF à Kinshasa. Comprenez, n'est-ce pas? Les gens qui arrivent, vous les proposez quoi dans la gastronomie? Doivent-ils manger nos matembele, nos ndunda, pour que la maman qui vend les ndembi, qui vend les matembele, les ndunda, puisse sentir la demande? Pour que celui qui fait les mikala à Kinkole, en passant, je dis n'importe quoi, n'importe où, sente que maintenant Grand Hôtel m'appelle pour que j'envoie beaucoup de ndunda? Les capitaines, les poissons du fleuve Congo. Est-ce que les pêcheurs s'est senti que non,
avec les 3 millions de dollars, moi, on m'a payé même 500 000 pour que nous puissions déjà pêcher beaucoup de poissons. Il y aura une forte demande pour la gastronomie congolaise. Ou bien c'est toujours les grands restaurateurs, on a ici Kempinski qui gagne. On les présente quoi? Ils ont mangé quoi? Pour que la maman là qui vend les ndunda, qui vend les quoi, s'appelle quoi, les citrons, qui vend les matembele, sentent que l'événement tourisme des congrès m'a touché. Ça, c'est la réflexion de l'intelligence, de la durabilité. Si ce n'est pas frappé dans ce que nous faisons, nous perdons toujours le temps et l'argent, nous jetons par la fenêtre. Après avoir parlé pratiquement de tout et de rien, il y a eu ce que j'appelle la journée internationale du point de vue mondial. Alors, en République démocratique du Congo, il n'y a rien eu selon vous. Mais moi, je vous dis que j'ai vu les événements ce jour-là, notamment ici à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, doit-on organiser à notre manière notre propre journée du tourisme, ou bien on doit se plier aux exigences du monde? Bon, les manifestations n'ont pas de règles exigées. Mais un pays qui ne reçoit pas de touristes va organiser la journée mondiale du tourisme comment? Là est la question. Comment? Là est la question. Parce que le thème est choisi par l'ONU Tourisme. Tourisme et durabilité. Ok. On devait faire quoi? On devait organiser la durabilité du tourisme. C'est-à-dire faire quoi? Descendre sur les terrains, aller voir les communautés locales qui reçoivent les touristes des masses, qui font le tourisme des... Ça s'appelle quoi? Le tourisme humain, le tourisme durable, responsable. C'est énorme, c'est beaucoup de matières qui ne sont pas au gouvernorat de la ville. Les matières là du tourisme ne sont pas à la ville. Non, je ne parle pas forcément de la ville de Kinshasa, oui, mais de manière globale, nationale et provinciale, bien sûr. Oui, mais c'est le plan national aussi. Mais j'ai vu le ministre Didier Mazinga n'a rien fait bien, parce que moi je pense qu'il peut être sincère, il dit qu'il n'y a rien à faire. S'il y avait à faire, peut-être organiser un événement, mettre des stands, comme je vois, ils organisent la semaine congolaise du tourisme cette semaine. La semaine prochaine au Katanga, encore ils vont justifier des millions de dollars et puis créer des stands à la fin. Voilà, on ramène un peu le tourisme. Semaine congolaise du tourisme, Tchaba stand Bafuta. Semaine congolaise du tourisme, journée mondiale du tourisme, Tchaba stand. Le problème, ce n'est pas les stands. Mais ce n'est pas ça. Nous ramenons tout à la congolaise, le système des stands. Il y aura des filles de Maléwa qui viendront louer à 1000 $. Et bah, tout ça en bon. Non, c'est pas ça. Quand vous allez voir comment on organise les salons internationaux du tourisme. C'est un grand marché de millionnaires et de milliardaires à l'international qui se rencontrent pour échanger sur les voyages, les incentives, les nouvelles destinations, les facilités pour voir les bonobos, les facilités pour voir les okapis, comment faire le fleuve Congo. Et puis à la fin, c'est des millions de touristes qui vont dans ces pays-là. Ce n'est pas ce que nous voyons chez nous. Chez nous, on a pris tout, on a banalisé. Même lorsque les autres ont fait beaucoup d'efforts pour créer un grand produit qu'on appelle les produits du tourisme en ligne digitale. Visite Rwanda. On a vu les autres, c'est quoi les autres qui ont fait, c'est quoi? Des projets déjà de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir un projet stable et assis, un projet qui ne touche pas des politiciens. Mais nous, on s'est permis de bazarder plus de 40 millions de dollars pour faire RDC Cœur d'Afrique, qui est simplement un slogan et ça ne touche pas ce que les autres font. Donc nous, on est en train de faire, de bazarder l'argent dans les fenêtres en disant que nous faisons le tourisme. Et au nom du tourisme, le grand Mouninga, c'est plutôt ça là. Sans faire le travail des fonds, sans faire le travail pour que les gens viennent. Non, ça doit s'arrêter. Quelqu'un m'a dit, vous vous agacez parce qu'on ne vous a jamais proposé quoi que ce soit. Il peut dire que c'est son opinion. Moi, je suis en train de faire un activisme. Mes mots pèsent. Dans les ambassades, ça pèse énormément. À la présidence, on m'appelle toujours. J'ai beaucoup de Congolais qui m'encouragent. Il y a même des Congolais qui décident, au jour d'aujourd'hui, de se contribuer pour que ces plateaux quittent ici, aillent maintenant sur France 24. L'erreur est que vous, le Congo, non seulement on n'a pas les politiciens, on n'a pas les politiciens qui connaissent le tourisme, même les journalistes ne maîtrisent pas le tourisme. Donc, on n'a pas les journalistes du tourisme, il n'y en a pas.
Et donc le pays a comme ça invité dans le secteur du tourisme, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais il y a beaucoup de Congolais qui sont partout au monde, qui soutiennent ce que nous faisons, qui nous encouragent, qui savent qu'un jour, ça va payer, parce que ce que nous le disons pour les pays et pas pour l'humain. Séfi, votre dernier mot, M. John Katumba, vous avez toujours le mot et avec la télévision, on aime bien dire, même la plus belle histoire a une fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission, le rendez-vous. Et je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité, avec qui, bien sûr, nous allons revenir sur d'autres sujets de la vie nationale. Au revoir.